La saison régulière de la Ligue nationale de hockey est terminée. Place maintenant aux séries éliminatoires, mais aussi, pour les détraqués comme nous, au repêchage simulé, également connu sous le nom de Mock Draft. Je vous en fais un premier cette saison, un repêchage simulé pré-loterie, mais également pré-tournoi U18, que j'intitule le repêchage simulé complètement dingo. Vous allez voir pourquoi. Beaucoup de choses peuvent changer, évidemment. Il reste encore des matchs de série à jouer en CHL. Le U18 peut vraiment venir brasser la soupe. Il reste le Combine, le consensus de Cam Robinson d'Elite Prospects, qui est le genre de nouveau sondage de Bob McKenzie là, effectué auprès des recruteurs de la LNH, puis qui donne généralement un bon pouls de comment le top 15 va se dérouler. Bref, puis il y a aussi, selon les équipes qui vont aller en finale, l'ordre du repêchage qui va varier à la fin de la ronde. Fait que bref, beaucoup de choses peuvent changer, puis je vous en ferai un autre plus proche du repêchage. Ceux qui me connaissent, je sors à chaque année un épisode de 3 heures en fin d'année dans lequel je fais un repêchage simulé, mais c'est juste un gros prétexte pour vous présenter les joueurs, puis vous partager mes rapports d'évaluation finaux. C'est pas ça que je fais aujourd'hui. Bref, l'épisode d'aujourd'hui est enregistré mardi, le 21 avril 2026. Si je crie, c'est parce que j'écoute le Canadien en même temps. On est la veille du début du tournoi U18. Si vous écoutez l'épisode en audio sur Spotify ou autre, je vais vous faire un top 64, mesdames, messieurs. Pour ceux qui écoutent toutefois l'épisode en vidéo sur YouTube, ça risque non seulement de sortir quelques jours plus tard, fait que ça se peut que le U18 soit déjà commencé, mais en plus, je vais juste vous simuler la première ronde parce que je vais vous mettre des vidéos des joueurs à l'appui, puis c'est long faire ça. Mais si vous aimez ce que vous entendez et si vous tenez à voir la deuxième partie, écrivez en commentaire « Yo, on veut la deuxième partie, bitch !» et je comprendrai le message. Je réitère, il s'agit ici d'une prédiction de comment le repêchage va se dérouler et non de mon classement personnel et encore moins du classement d'Elite Prospects. Je vais passer vite sur les joueurs plus connus, question de limiter la durée de la vidéo, mais aussi de passer plus de temps peut-être sur les joueurs de qui j'ai peut-être un peu moins parlé en cours de saison ou du moins récemment. On me reproche d'ailleurs parfois de trop m'écarter ou d'étirer les segments. À part, bon, on s'entend, cette intro-là est déjà en train de déraper, mais je vais me retenir aujourd'hui puis garder mes propos un petit peu plus circoncis. Puis aujourd'hui, je vais virer un peu dingo, comme je disais sur certains choix, vous allez voir. L'idée ici, c'est de prédire l'issue du repêchage, de voir quel genre de reach ou de slide on pourrait voir, quel joueur pourrait augmenter leur cote également d'ici le repêchage, avec notamment le U18, comme que je disais. Mais c'est des prédictions, mais c'est d'abord et avant tout, comme que je disais, un prétexte pour vous parler de ces joueurs-là, puis des fois même d'effleurer les banques d'espoir, fait qu'on touche un peu à tout ici. Le classement que je vais utiliser aujourd'hui, en fait, c'est simple, ça simule une victoire de Colorado en finale contre la Caroline avec Buffalo et Vegas en demi-finale. Je ne simulerai pas de loterie. Puis, disclaimer, je n'inclurai aucun gardien, bien qu'il y en a définitivement quelques-uns qui devraient sortir dans les 2 premières rondes. Mais c'est parce que j'ai pas suivi les gardiens, donc j'aurai absolument rien de pertinent à vous dire. Mais d'un autre côté, ça me permet de vous parler de plus de patineurs aujourd'hui. Je ne vais pas simuler d'échange non plus. Fait en ce sens, écrivez-moi en commentaire vos prédictions d'échange. Puis, tu sais, une question qui revient souvent, à savoir est-ce que le Canadien devrait conserver son choix de première ronde ou non. Je me prononce pas là-dessus, mais je veux vous lire là-dessus. Est-ce que je vais présenter aujourd'hui puis les joueurs disponibles dans ce range-là, est-ce que ça vous parle pour les Canadiens ou les Sénateurs ou n'importe quelle autre équipe, là, peu importe, ou est-ce que vous préfériez échanger ce choix-là contre un joueur établi? Bref, vous excuserez également ma voix parfois défaillante. J'ai, comme quelqu'un qui s'étouffe en mangeant de la bouffe de rue dans un pays étranger dont on va taire le nom, un chat dans la gorge. Fait que comme dirait Marvin dans Die Hard 2, c'est parti comme au cinéma. Donc, évidemment, repêchage simulé complètement dingo et pas comme les autres. Sauf qu'il y a toujours bien des limites à virer sur le top. Au premier rang, les Canucks de Vancouver. Je pense pas qu'ils vont se casser à la plate ben ici. Gavin McKenna, c'est le choix. Écoute, c'est un
gars de l'Ouest canadien, un talent offensif exceptionnel, certes avec des lacunes et probablement pas le meilleur fit avec Elias Pettersson, on s'entend, mais en reconstruction comme ça, les Canucks se doivent de prendre le joueur de talent, puis c'est Gavin McKenna ici, qui est à mon avis une énorme coche au-dessus des autres. Mais vous le savez, je ne veux pas en parler davantage. Je vais en parler plus lors de mon évaluation finale. Mais anyway, si vous écoutez ça, il y a des bonnes chances que vous connaissez déjà Gavin McKenna. Puis si c'est pas le cas, j'ai un article complet sur mon Skyblog à son sujet. Passons maintenant au deuxième choix. J'y vais avec Chicago pour Ivar Stenberg. Un choix qui semble naturel puis parfait pour les Hawks et parfait pour jouer avec Anton Frondel. Ivar Stenberg, c'est simplement le deuxième meilleur joueur de la QV, ou du moins le deuxième meilleur attaquant, je devrais dire. Et c'est, à mon avis, un joueur prêt à joindre la LNH dès l'an prochain. C'est un gars qui est capable de driver le jeu, de distribuer la rondelle aux francs-tireurs de Chicago, qui en ont plusieurs, en Bedard, Frondel, Lardis et compagnie. Et d'ailleurs, Stenberg a joué avec Frondel en compétition internationale. Donc, je vois un fit naturel ici. Évidemment, Stenberg à 5 et 11, c'est pas le plus gros. Les Hawks ont besoin peut-être d'ajouter un petit peu de poids, même si au cours des derniers repêchages, ils l'ont fait un petit peu, mais dans leur haut d'alignement, ça reste que c'est quand même assez frêle. Sauf que Stenberg, c'est pas un joueur qui se laisse intimider non plus, même si je le catégoriserais pas de joueur robuste. Sauf que c'est ça, connaissant comment les Hawks repêchent dernièrement, puis considérant qu'ils ont beaucoup, comme je disais, de joueurs frêles dans leur alignement, je serais pas sur le cul de les voir repêcher Caleb Malhotra à la place de Ivar Stenberg ici, surtout considérant qu'il pige à Brentford à peu près à chaque année. Je pense entre autres à Vanacker puis à Lardis. Puis aussi, note comme ça, présentement son deuxième pré-loterie, mais il y a quand même des bonnes chances qu'il recule au troisième rang. Fait qu'à suivre, au troisième rang, je peux me sentir qu'ils vont prendre Caleb Malhotra. Puis je pense qu'ils l'aiment beaucoup. Je pense qu'ils ont un kick dessus, comme on a tous déjà eu un kick sur la petite chanteuse cute du band Hanson. Bref, fait que c'est ça, mais à mon avis, le skill gap entre Stenberg et Malhotra est beaucoup trop élevé pour passer par-dessus Stenberg au deuxième rang. Troisième rang, toutefois, parlant du loup, les Rangers de New York. D'après moi, ils vont en Caleb Malhotra. C'est un autre mariage écrit dans le ciel ici. Même si la plupart des sources classent Chase Reed, Keaton Verhoff ou même Albert Schmitz troisième devant Caleb Malhotra, je serais vraiment pas surpris si Caleb sortait deuxième ou comme je disais, peut-être même deuxième à Chicago, qui sait. C'est simplement le meilleur centre de la QV. Certes, peut-être pas le potentiel offensif le plus élevé, mais c'est un joueur complet, intelligent, extrêmement transposable, peut-être même capable de jouer comme premier centre, éventuellement s'il est bien entouré de joueurs peut-être plus offensifs et dynamiques, mais bref, je vois pas mal assurément, en fait, un deuxième centre dans la LNH. Comme je disais lors du dernier épisode, peut-être même un gars capable de jouer sur le powerplay parce que c'est un bon distributeur de rondelles. Pour moi, le fit est génial à New York pour jouer avec des gars justement comme Gabriel Perreault et compagnie. Mais en plus, c'est un peu poétique, mais son père, Manny Malhotra, vous aurez deviné, était un choix de premier tour des Rangers dans le temps. Tout est dans tout. C'est pas arrangé que le gars des vues. Ça donne de même, mais je pense que ce serait une super belle histoire. Au quatrième rang, les Flames de Calgary, je les vois ici prendre Chase Reed. Malheureusement pour eux, il n'y a pas de bon futur centre numéro 1 de disponible à ce rang parce que je pense que c'est ce qu'il y aurait besoin d'abord et avant tout. Mais je pense, comme que je disais, qu'il y a un futur défenseur numéro 1 en Chase Reed. Certes, les Flames ont déjà Zane Parekh dans leur rang, mais je pense pas que Parekh, c'est le genre de défenseur à qui tu peux donner 26-27 minutes par match. Certes, Parekh va piloter l'avantage numérique, mais c'est un joueur qui a des lacunes à 5 contre 5, puis c'est là qu'un Chase Reed, même si c'est également un droitier, serait un choix très intéressant pour eux. Reed, c'est un joueur beaucoup plus complet, un magnifique patineur, magnifique passeur, un bon marqueur, certains flashs même de robustesse, un beau développement physique aussi, puis c'est un gars qui a une énorme courbe de progression. On le rappelle, il a débuté l'an dernier, c'était en OJHL, je crois, il a été rappelé, me semble, c'était en décembre, quelque chose comme ça. Il a été un des meilleurs défenseurs des Sault Greyhounds en fin de saison, et cette année, il est tout simplement dominant, puis on l'a vu là dans différentes compétitions. Fait que bref, je vois un genre de blend entre Zach Werenski et Jake Sanderson un peu.
Fait que je pense que Chase Reed est la réponse ici, surtout qu'il est droitier, ce qui ajoute beaucoup à sa valeur. En termes de fit, toutefois, je pense que Carson Carrolls serait vraiment un beau fit pour les Flames, surtout en fait pour jouer avec Zane Parek à long terme. Reed est évidemment supérieur, comme je disais, droitier et tout ça. Je pense pas que les Flames vont repêcher selon leurs besoins. Si Reed est sur le board, ça va être leur choix. Toutefois, un peu comme je parlais pour Chicago, si jamais les Flames reculent d'un rang suite à la loterie et que Carson Carrolls est disponible et que Chase Reed ne l'est plus, d'après moi, leur choix, ça va être Carson Carrolls. Au 5e rang, ça fait bizarre de les voir là, mais les Maple Leafs de Toronto... Petite parenthèse d'ailleurs, si les Maple Leafs reculent ne serait-ce que d'un rang lors de la loterie, leur choix irait à Boston. Donc, ce serait quand même un epic fail, comme disent les jeunes. Mais au 5e rang ici, Toronto, si rien ne change, je les verrais repêcher Keaton Verhoff. On le sait, les équipes se garochent ces gros centres, puis ces gros défenseurs droitiers. Évidemment, t'es un peu en chute libre sur les listes publiques. Vous avez probablement vu que chez Elite Prospects, on l'a classé 11e lors de notre classement d'avril. Mais je pense que les équipes pourront pas s'empêcher de mettre la main sur un gros droitier de 6 pieds 4. Certes, il y a des grosses lacunes dans son patin, dans sa prise de décision. J'en ai parlé en détail dans mon dernier épisode. Si vous l'avez manqué, je vous invite à aller voir ça. Avec vidéo à l'appui, d'ailleurs. Mais c'est ça, Verhoff, il est jeune. Il y a plusieurs outils pour devenir un défenseur complet de haut d'alignement dans la LNH, ce qui serait parfait pour les pauvres Leafs. Je sais que j'ai été rough, comme je disais dans mon dernier épisode, sauf que le U18 qui débute cette semaine va être la plateforme idéale pour lui pour redorer sa cote et me faire mentir. Et je serais pas surpris de le voir sortir dans le top 5 malgré tout. Comme on a prédit toute la saison. Toute la saison, Verhoff, on le voyait comme étant un choix top 3. Maintenant, on en parlait peut-être même pour devenir numéro 1. Ce n'est pas ce que je vois en lui, mais je pense que ça pourrait quand même se réaliser de le voir dans le top 5. Au 6e rang, le Kraken de Seattle, je les vois ici repêcher Carson Carrolls. Là, je l'ai dit que ma voix avait de la misère, je me suis sur pause, j'en reviens, vous en rendrez même pas compte. Voilà, c'est fait, on recommence. Le Kraken est rendu avec une splendide banque d'espoir à l'attaque. On pense le Jake O'Brien, Berkeley Catton et compagnie. Il leur manque encore à renflouer, je dirais, un peu leur arrière. Puis Carson Carrolls, je pense que c'est vraiment le candidat idéal pour eux ici. Gros gaucher, 6 pieds 2, mobilité exceptionnelle, gros shot de la ligne bleue et robuste également. Certes, je pense pas qu'il projette comme un défenseur numéro 1 nécessairement, mais je vois un beau potentiel de défenseur numéro 2, capable de jouer de grosses minutes dans toutes les situations, un gars qui vient stabiliser une défensive, capable de contribuer à l'attaque et peut-être même de jouer sur un PP2. Donc Carson Carrolls, même s'il est gaucher, je m'attends pas à le voir glisser beaucoup le jour du draft. Au 7e rang, pour les Jets de Winnipeg, je les vois prendre ici Ethan Belchetz. Il y a un fit naturel, en fait, je pense. Belchetz me rappelle Porter Martone, qu'on comparait, oui, l'an dernier à Blake Wheeler. Vous voyez, c'est fait naturel ici. Gros ailier, robuste, agile, avec un excellent lancer, des flashs de playmaking élite. Belchetz, c'est pas nécessairement un attaquant de puissance dans ta face. Il y a plus de finesse que ça un petit peu, mais ça va être un joueur de série, je crois, malgré tout. Puis je pense qu'il est, il est plus robuste que Porter Martone et plus gros également à 6 pieds 5. Certes, il n'y a pas la saison espérée, c'est pourquoi on le voit descendre un petit peu sur les listes. Et étant donné que c'est pas un centre, je serais surpris de le voir sortir dans le top 6. Mais c'est un joueur qui est encore jeune, ce n'est pas un late contrairement à Porter Martone. Les flashs sont parmi, à mon avis, les meilleurs de cette QV. Puis je pense qu'il pourrait très bien devenir le 2e ou 3e meilleur joueur du repêchage. Puis ça me donnerait envie de chanter « Toi et moi jusqu'au sommet, toi et moi, on n'arrêtera jamais ». Puis aussi, en une seule seconde, je voudrais claquer des doigts, être à l'autre bout du monde, pouvoir te serrer dans mes bras. Écrivez en commentaire la suite. Au 8e rang, pour les Panthers, j'y vais ici avec Albert Schmitz.
c'est un peu surprenant de voir les Panthers ici. Évidemment, ça a été l'hécatombe, c'est ça le mot, chez les Panthers cette saison, privé de Barkov toute la saison. Matthew Tkachuk là, qui a raté une 50aine de parties, je pense. Ils vont rebondir, j'ai aucun doute là-dessus. Puis je pense qu'ils vont croire encore à leur chance à court terme de remporter la Coupe Stanley, ce qui est légitime, je pense, comme attente. Puis je pense qu'ils vont viser ici de repêcher le joueur probablement le plus NHL ready disponible, évidemment, avec l'upside qui vient avec. Puis c'est ça, je pense que le défenseur Albert Schmitz fit parfaitement dans ce rôle-là. 6 pieds 3, mobile, robuste, bon défensivement. Gros tir de la pointe. Pour vrai, son tir est vraiment sous-estimé. Je dis de la pointe, mais en fait, quand il s'active et qu'il prend des tirs, des cercles, il est vraiment excellent. Puis je pense que Schmitz, dès l'an prochain, pourrait faire le saut dans la LNH. Puis il pourrait le faire jouer comme 6-7e défenseur avec un contrat d'entrée. Puis ça leur donnerait de la place, sa masse salariale, pardon. Pourquoi ça toast? Hein? Bref, ça leur donnerait de la place en masse salariale pour signer des vétérans. 9e rang, les Sharks. J'y vais ici avec Daxon Rudolph. Il n'y a pas vraiment d'équipe dans la LNH qui ont un aussi beau noyau de jeunes attaquants que les Sharks. Sauf que maintenant, on doit construire leur défensive. À part Sam Dickinson, il n'y a pas grand-chose. Puis Daxon Rudolph, c'est probablement le meilleur défenseur disponible sur le board à ce point-là. Droitier également, ce qui est toujours bon. 6 pieds 2 et demi. Il va sortir tôt, peut-être même plus tôt que ça encore. Daxon, il coche plusieurs cases. C'est un magnifique patineur qui a un tir des ligues majeures. Il peut transporter la rondelle, la distribuer. Il est bon défensivement. Sauf que il est nonchalant parfois. C'est la raison, personnellement, pourquoi j'ai pas été plus high sur lui cette saison. Mais je pense qu'il s'est amélioré en cours de saison. Puis s'il peut corriger ça, s'il peut care un petit peu plus, je pense qu'il y a absolument tout pour devenir un défenseur two-way de première paire à San Jose et possiblement un beau fit avec Sam Dickinson. Au 10e rang pour Nashville, c'est là que ça commence à être peut-être un petit peu dingo. Parce que jusqu'ici, je pense que j'ai été quand même assez standard. Si vous écoutez d'autres repêchages simulés, je pense que ça va ressembler à ça. Mais ici, au 10e rang, je prédis Wyatt Cullen. Ma prédiction principale du U18, c'est que Wyatt Cullen va être le gros riser. Je le mets 10e ici, mais je serais même pas surpris de le voir être classé dans certains top 5 d'ici le repêchage. Puis je vous avais même parlé la semaine dernière que je pense que ça va être un des coups de cœur de notre ami Snake. À suivre. Surtout que la centrale qui vient tout juste de sortir leur mesure l'a mis à 6 pieds 1 et non 5 et 10. Wyatt Cullen, c'est un des attaquants les plus talentueux, les plus dynamiques de toute la QV, qui me rappelle en quelque sorte les Logan Cooley et Trevor Connolly de ce monde. Certes, il manque de robustesse, mais il y a eu une énorme poussée de croissance dans les dernières années. Il a poussé de genre 7 pouces en 1 an et demi, je pense. Fact-checkez ça là, avant de dire ça à vos amis, mais il a grandi beaucoup. Puis je vois ici un fit incroyable avec des joueurs comme Brady Martin à Nashville. Personnellement, j'ai déjà Wyatt Cullen dans mon top 10. Puis j'espère que le U10 va pas me faire mentir. Puis j'espère que ça va être un gros riser parce que c'est un des joueurs les plus excitants à voir jouer. Puis je sais, ça sonne bizarre dans ma bouche parce que généralement, je m'excite pas avec ce genre de joueur-là, mais je l'aime beaucoup, Wyatt Cullen. Et si vous posez la question, oui, c'est bel et bien le fils de Matt Cullen, l'ancien joueur de la LNH. Donc, je m'attends de facto à beaucoup d'intérêt de la part des équipes de la LNH à son égard. Et, comme tout est dans tout, Matt Cullen, ben oui, a déjà joué pour Nashville. 11e pour les Blues de Saint-Louis. Je vais ici avec Malte Gustafsson, gros défenseur, 6 pieds 4, 200 livres. Le défenseur que je comparais à Gandalf dans un rapport sur le site d'Elite Prospects, au sens où c'est un des meilleurs rush defenders de toute la QV et il dit « Vous ne passerez pas ». Bref, ceux qui vont avoir le guide du repêchage d'Elite Prospects, vous ferez
Contrôle F, Gandalf, je vous mens pas, ça devrait s'y retrouver. Bref, Malte Gustafsson, bon patineur, robuste, il excelle à poker la rondelle avec son bâton très actif, puis à tout de suite compléter la mise en échec pour complètement sortir le joueur du jeu. C'est son bread and butter. Son jeu offensif a progressé en cours de saison, mais overall, c'est un gars très transposable, un choix safe, au plafond offensif peut-être plus limité, mais un gars que je vois très bien évoluer sur une deuxième paire, peut-être même comme deuxième défenseur, parce que tout est là. Comme je dis, il est gros, il est mobile, il est robuste. J'aime beaucoup Malte Gustafsson. Au 12e rang pour les Devils du New Jersey, un autre choix qui paraît peut-être dingo en date d'aujourd'hui, mais je pense pour vrai que ça pourrait se trouver dans ces rangs-là. J'y vais avec Maddox Dagenet. Après Wyatt Cullen au 10e rang, Dagenet, c'est l'autre gros riser de cette cuvée. Pas juste dans mon repêchage simulé, je pense en général. Il y a quelques mois à peine, là, il était même pas dans le top 50 chez Elite Prospects. Maintenant, il est 15e sur notre liste, je crois. Faudrait que je recheck. Mais sa progression a été fulgurante. Sa passivité qui faisait qu'on ne l'aimait pas s'est dissipée en cours de saison. Il a commencé à jouer du hockey inspiré. À 6 pieds 4, jouant au centre, l'intérêt de la LNH va être là. Il est gros, il est robuste, il a un bon moteur. Callis Tampa vient de scorer. Il y a un shot de la Ligue nationale. Il y a des flashs de playmaking de plus en plus. Fait que bref, comme pour Cullen puis Malhotra, évidemment, Maddox, c'est le fils d'un ancien NHLer, la légende Pierre Dagenet. Puis je disais que tantôt, là, pour Malhotra, c'était pas arrangé que le gars des vues. Ben, je me suis rendu compte de quelque chose. Après avoir décidé que Dagenet, je le faisais repêcher par les Devils, je me suis rendu compte que son père, Pierre Dagenet, a été repêché, oui, vous l'aurez deviné, par les Devils. C'est un signe. Au 13e rang, pour les Islanders, Viggo Bjork, le fils de la chanteuse, si je ne m'abuse, attaquant 5 et 9, 177 livres. En début de saison, je disais que Bjork, qui était vu là, comme étant un choix, le top 10, peut-être même top 5 dans certaines listes, je disais qu'elle allait être très bon. Il venait de battre le record justement de points en U20 en Suède, mais j'avais aussi dit qu'il serait le gros faller le jour du draft, possiblement en dehors de la première ronde. Toutefois, avec ses exploits au championnat mondial junior, avec ses exploits en SHL en obtenant le rôle de premier centre à 17 ans et avec sa domination en U20 en fin de saison, je suis forcé d'admettre que Viggo Bjork il a prouvé qu'il est capable d'avoir un impact malgré sa taille et je suis convaincu que les dirigeants de la LNH vont avoir vu la même chose. Il a énormément amélioré son patin. Une lacune qui était notable l'an dernier. Son moteur n'a pas cessé de progresser en cours de saison. Bjork a du chien, mais aussi du talent. Je pense que les équipes vont pas passer à côté parce que ça coche beaucoup de cases qu'ils aiment, à part le gabarit, évidemment. En termes de comparable, peut-être un Marco Rossi. Puis dans un de mes rapports sur le site d'Elite Prospects, je disais qu'il m'avait donné ce game-là des vibes de Brendan Gallagher des bonnes années, mais en plus talentueux. Fait que si vous voyez un peu le genre, il se garochait partout. Puis avec les sélections de joueurs comme Eklund puis Aitchison l'an dernier, j'ai l'impression que les Islanders semblent vouloir bâtir du caractère dans cette équipe-là. Peut-être pour compenser pour Cole Eiserman. Mais c'est ça, je pense qu'il y a peu de joueurs qui ont autant justement de caractère, puis c'est ça, que Viggo Bjork ici, du moins pas parmi les joueurs qui projettent là, sur un top 6. Bref, c'est pour ça qu'il est intéressant. Il y a le caractère, puis il y a le talent pour évoluer dans un haut d'alignement, ce qui est un peu une denrée rare dans cette cuvée. Au 14e rang, par les Blue Jackets, je prédis ici Tynan Lawrence, centre 6 pieds 1, un des jeunes joueurs de la QV, MVP des séries en USHL la saison dernière. Lawrence, malheureusement, manquait beaucoup de temps en début de saison. Quand il est revenu au jeu en USHL, c'était pourri. Après ça, il a fait le saut en NCAA. C'était pas plus évident. J'avais personnellement l'espoir de voir le prochain Macklin Celebrini ou Michael Misa en début de saison. D'ailleurs, je l'avais deuxième en septembre. Il m'avait beaucoup impressionné au Linka, mais ça a dégringolé. En fait, il est même plus dans mon top 20 là, en toute transparence. Mais le patin est là. Il est excellent défensivement. Je persiste à croire que c'est un des bons joueurs défensivement. Il a un bon moteur.
C'est ça, tenace sur le porteur du disque. Son tir est bon, mais il sait pas s'en servir. Mais surtout, c'est qu'il manque énormément de feel pour la game, je trouve. Il manque de vision, de rapidité d'exécution et d'analyse. C'est pas vraiment un joueur d'impact en NCAA. Ça reste un joueur très jeune dans une ligue difficile pour les jeunes. Puis, il a manqué du temps en raison de blessures. Je pense que c'est un gros candidat à rebondir l'an prochain et peut-être même rebondir lors du U18. Je réitère, j'avais adoré ce que j'avais vu de lui au Linka et je pense qu'il va jouer dans un rôle quand même de premier plan pour Équipe Canada lors du U18. Fait que je pense qu'il pourrait remonter dans les classements, surtout que c'est une cuvée faible en centre. Donc je pense qu'il pourrait sortir quand même un petit peu plus tôt que ça ou du moins plus tôt que où c'est que je l'ai sur ma liste. Parce que pour moi, même s'il y a un bon U18, le mal est fait, malheureusement. J'étais tellement un believer puis il m'a tellement déçu. Il pourra pas racheter ça, malheureusement. 15e, les Blues de Saint-Louis, encore une fois. Sauf que ça, c'est le choix qu'ils ont acquis des Red Wings. J'y vais avec un autre gros hot take ici. Brooks Rogowski. On va généralement classer en fin de première ronde au mieux, mais je pense qu'il va sortir très, très, très tôt. Vous allez comprendre vite. Centre 6 pieds 7, 235 livres de muscles. Un athlète exceptionnel que je m'attends à voir dominer le combine. Le gars est en shape. C'est pas Cole Baudouin, mais il est en shape. Je pense que son potentiel n'est pas limité à être qu'une brute de bottom six, solide défensivement. Je pense qu'il y a fort possiblement le sens du jeu puis de l'athlétisme pour évoluer sur un top 9 dans la LNH. Le patin, il est là. Il n'y a pas vraiment de faiblesse majeure qui pourrait l'empêcher en fait de jouer dans la LNH. Fait que je pense que ici c'est un choix excessivement safe avec un certain plafond peut-être plus élevé qu'on croit. Puis évidemment, à 6 pieds 7 centre, les équipes vont se l'arracher. Les Blues auraient, je pense, intérêt à aller chercher des défenseurs, certes, mais dans ce range-ci, les défenseurs, c'est relativement limité. Je pense qu'il reste pas mal juste Ryan Lynn puis Xavier Villeneuve, mais je pense que c'est deux gars qui sont sujets à glisser un petit peu plus que ce qu'on voit sur les listes publiques. Je pense pas que Lynn et Villeneuve sortent autour du 15e rang, personnellement. Puis je pense que dans ce range-là, c'est là qu'on va voir sortir justement les gros centres, que ce soit les Maddox, Dagenet, Brooks, Rogowski et compagnie. Ou le prochain, au 16e rang, Washington, on sait, il aime les gros bonhommes. Ici, Ilya Morozov. C'est pas un secret, là, c'est ça. Il aime les gros bonhommes, puis ils vont pas passer à côté d'un autre, j'en suis convaincu. Morozov, centre, two-way, 6 pieds 3. Pas juste le profil d'un gars de profondeur, c'est un gars qui a des skills également, des bonnes mains, patin relativement correct, mais avec certains flashs de playmaking également. Réalistiquement, je pense qu'on parle plus d'un gars peut-être de 3e trio, mais je pense que c'est un beau fit pour les Capitals. Je me permets une parenthèse parce qu'il y a un profil très similaire ici, un joueur quasi identique en Oliver Suvanto, que lui, s'il connaît un gros U18, il pourrait prendre la place de Morozov ici. Sauf que pour l'instant, je suis d'avis que Morozov en a plus montré que Suvanto, de qui il va être question dans quelques rangs. Au 17e rang, pour les Kings de LA, j'ai pris Adam Novotny. Les Kings nous ont habitués à repêcher des joueurs difficiles à affronter. Certes, l'ère Kopitar est terminée, mais ils ont encore beaucoup de joueurs talentueux dans leur alignement. D'ailleurs, ils sont classés pour les séries cette année. Novotny, je pense que c'est un beau fit. C'est un tank, un ailier, 6 pieds 1, mais 205 livres. Il est robuste, il est costaud, puis c'est un franc tireur. On en parle peu, je trouve, d'Adam Novotny. Mais une chose, en fait, que j'aime beaucoup, c'est que je pense qu'il serait quand même prêt à joindre la LNH l'an prochain. Du moins, je pense que c'est un gros candidat pour aller jouer en Ligue américaine. Il y a déjà la force physique pour compétitionner contre des messieurs. Son tir est de calibre LNH. Il y a des belles habitudes de jeu également. C'est un monstre en échec avant. Bref, certaines similitudes, je dirais, avec Anton Frondel, mais je le trouve encore meilleur en échec avant. Je le trouve plus intelligent. Son tir, toutefois, n'est pas au même niveau que Frondel. Puis la raison, en fait, pour laquelle je pense qu'il ne sortira pas plus tôt, c'est simplement parce que c'est un ailier. Dans le même ordre d'idée, 18e rang pour les Capitals encore, quasiment 2 choix back-to-back ici. Celui-là, c'est le choix des Ducks.
j'imagine, acquis dans l'échange de John Carlson. Je les vois repêcher ici Oscar Hemming, un autre ailier de puissance 6 pieds 4, un des jeunes joueurs de la QV qui a malheureusement manqué la moitié de la saison à cause d'un quiproquo avec l'IIHF, puis qui a fait le saut en NCAA en janvier ou décembre peut-être, mais ça n'a pas nécessairement été évident pour Hemming. Hemming a un très bon tir, des flashs de playmaking avancés, mais on ne parle que de flash ici, mais également beaucoup de robustesse. C'est un joueur qui est encore raw, il y a encore des parties honnêtement, dans lequel il est un peu invisible. Mais comme je dis, les flashs sont encourageants. Puis il faut garder en tête le contexte de l'âge, de la ligue, de son temps qui a manqué. Fait que bref, oui, un petit peu décevant, ça reste que la projection est belle. Il a montré des belles choses au Linka, je l'ai adoré également. C'est ça, gros bonhomme, Washington, ça va ensemble. Ça devient peut-être un peu caricatural là, d'aller chercher un autre gros bonhomme. Mais tu sais, imaginez un peu cette attaque-là avec les McMichael, Ryan Leonard, les deux Protas, Lakovic, Mateko, Parasak, peut-être même un Andrew Crystal. Puis maintenant, avec les deux choix que je viens de repêcher ici, Morozov puis Hemming, ils vont être gros, ils vont être forts, ils vont être offensifs, ils vont faire peur. Je pourrais aller chercher un défenseur, mais encore là, je pense qu'ils sont pas en si mauvaise shape avec la manière que Cole Hudson joue, du moins, évidemment. Ils iront chercher des gros défenseurs là, plus tard. Là. Je pense qu'ils ont possiblement déjà leur premier défenseur. Stack des gros attaquants là, en ce moment, dans ce range-là. C'est ce qu'il y a. Au 19e rang, pour le Mammouth de l'Utah, je les vois ici prendre Nikita Klepov. Les Coyotes et le Mammouth nous ont habitués à repêcher dans les dernières années des toughs. Puis même à étirer le bras, ils sont jamais gênés pour étirer le bras, pour aller chercher des bonhommes de gros gabarits ou des joueurs de caractère. T'sais, on pense entre autres à Dimitri Simachev puis Daniel Bout qui ont vraiment étiré le bras. Sinon, Maverick Lamoureux, Max Chenishka, Caleb Desnoyers, TJ Ginla, Cole Baudouin, Will Scahan, Thomas Lavoie. Bref, je pense qu'ils vont tenter d'injecter un peu de talent offensif ici avec un gars plus offensif en Nikita Klepov qui, en plus d'être le meneur des points de la OHL cette année, grâce à son lancer, à sa créativité, c'est également un joueur que, personnellement, je trouve responsable défensivement puis qui a un bon moteur puis certains contact skills. Fait qu'il est capable de jouer robuste puis capable d'avoir un bon moteur. Fait que je pense que ça va quand même dans leur mentalité, tu sais, des TJ Ginla et compagnie. C'est un droitier, si on pousse un peu l'analyse, c'est un droitier que je pense que ce sera un beau complément pour jouer sur le power play du côté opposé à Dylan Gunther. Fait que ouais, Nikita Klepov pour l'Utah, mais sinon, petite parenthèse, ça serait leur genre d'étirer le bras beaucoup pour aller chercher le défenseur Maxime Sokolovski, défenseur 6 pieds 8, de qui il a été question dans le dernier épisode et de qui je vais peut-être parler plus tard, qui sait. Ou encore d'aller chercher un Oliver Suvanto, le centre de 6 pieds 4, qui est encore disponible dans cette simulation. Au 20e rang pour les Sharks de San Jose avec le choix d'Edmonton. Ici, j'y vais avec Xavier Villeneuve, même si je pense que Xavier Villeneuve pourrait ou va glisser davantage. En fait, je serais même pas surpris que Xavier glisse en toute fin de première ronde, voire même en deuxième ronde. Je pense que les Sharks sont les candidats parfaits pour le repêcher aussitôt que ça. On le décrit beaucoup comme étant le Lane Hudson québécois. Honnêtement, il n'y a aucun défenseur dans cette QV qui a un potentiel offensif aussi élevé que Xavier Villeneuve. Mais bon, à 5 et 11, on le sait, il pourrait avoir des préjugés défavorables à son égard. Puis c'est ce qui ferait qu'il pourrait glisser. Ça vient pas sans risque, là, cette sélection-là. Sauf que les Sharks, avec déjà Sam Dickinson dans leur rang, avec Daxon Rudolph repêché plus tôt dans cette simulation, puis encore plein d'autres choix, s'il y a une équipe qui peuvent tenter leur chance puis y aller pour la clôture ici, c'est bien eux. Puis imaginez ce Big Three-là à défense avec Dickinson, Rudolph, Villeneuve, puis imaginez leur powerplay dans quelques années avec Macklin Celebrini, Will Smith, Michael Misa, William Eklund, puis Xavier Villeneuve. Ça serait quand même assez moté. Au 21e rang, pour Philadelphie, je les vois prendre Ryan Lynn ici.
Je pense qu'il pourrait glisser encore, mais je pense un peu comme les Sharks, s'il y a des candidats pour le prendre, je pense que ça serait eux. En fait, à moins qu'il y ait un bon centre disponible à ce rang-là, mettons qu'un Rogowski ou un Morozov soit encore disponible. Je vois pas les Flyers aller chercher autre chose qu'un défenseur. En fait, je pense pas qu'ils aillent chercher un ailier ou quoi que ce soit. Leur banque d'espoir à l'attaque est quand même bien garnie, surtout de la manière dont Porter Martone joue. Je pense que c'est très encourageant. Sauf leur défense, c'est ça, pas si mal, mais ça manque d'upside. Je pense que Ryan Lynn serait peut-être la solution ici pour venir complémenter leurs plus gros défenseurs qui ont déjà dans leur rang en David Jiricek, Carter Amico, Luke Vlousvik, Oliver Bonk, Spencer Gill. C'est tout quand même des gros bonhommes, mais je suis pas convaincu du plafond offensif d'aucun de ces joueurs-là. Lynn fait juste 6 pieds, certes, mais il est très complet. Il a un jeu déjà très mature. Il est offensif, quoique pas le plus dynamique. Il est solide défensivement. Il est même robuste à l'occasion, ce qui fit très bien dans la mentalité des Flyers. Je pense qu'il pourrait très bien jouer sur un top 4 grâce à son patin high-end puis à son sens du jeu déjà de calibre professionnel. Au 22e rang, pour les Penguins de Pittsburgh, j'y vais ici avec Liam Rock. Bon, ça va encore aller en prolongation, cette game-là. En mars dernier, donc il y a peut-être un petit peu plus d'un mois de ça, je vous disais que Liam Rock pourrait sortir autour du 15e rang. Je maintiens cette opinion-là. Toutefois, ça va être difficile, je pense que ça arrive. Je pense que plus que 20-22, ça risque d'être ça. Considérant qu'il y a certains gros bonhommes qui ont grimpé dans les listes. En plus de Wyatt Collin, que je pense va avoir une ascension fulgurante, puis que Tyler Lawrence va avoir sa rédemption digne de Marc Arcan lors du U18. Mais bref, le meilleur des jumeaux, Rock, Liam, a été dominant en WHL cette année. Mais je ne veux pas vous en parler plus longtemps, considérant que j'ai déjà fait un épisode presque complet sur lui et son frère. Mais bref, je pense que les Pingouins seraient l'équipe parfaite pour aller chercher Liam dans ce range-là, surtout qu'ils ont un choix de début de deuxième pour aller chercher Marcus et ainsi rassembler les jumeaux. Pourquoi quand je parle de jumeaux, je pense à Lolo Ferrari? Au 23e rang pour les Bruins ou les Bruins de Boston, j'ai ici Oliver Suvanto, centre 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui devrait attirer beaucoup les équipes de la LNH. Je pense qu'il devrait il devrait sortir plus tôt que ça, sauf que sa production a vraiment été décevante à tous les niveaux où ce qui est passé. Puis même si j'avais prédit cet automne qu'elle allait monter dans tous les classements, puis qu'elle allait possiblement monter dans tous les top 10 après le U18, son jeu contre son groupe d'âge m'a laissé sur ma faim toute la saison. Certes, il est gros, il est robuste, il peut jouer un rôle défensif, même contre des messieurs, mais les flashs offensifs puis le niveau de skills est présentement trop faible pour le projeter plus haut dans un rôle plus haut qu'un rôle de soutien. Son patin sur la moyenne, les mains sont pas là. Fait que je pense pas que tu repêches un gars de 4e trio à ce rang-là ou dans le top 10. C'est la raison pour laquelle je le drop un petit peu. Évidemment, c'est un des plus jeunes joueurs de la QV. Il va s'améliorer, il va encore progresser. Puis il a montré déjà qu'il est capable de jouer dans le professionnel. Mais il est présentement une pure projection. Puis il n'a pas prouvé grand-chose, autrement dit. Néanmoins, comme Voldemort, on le rappelle, Suvanto, c'est le genre de projet que les Bruins peuvent se permettre. Comme dirait Voldemort. Ça, c'est son rire, je pense, dans le dernier film. Fait que si vous n'avez pas la référence, vous irez écouter les vidéos de Voldemort qui rit sur YouTube. Mais faites ça après cette vidéo-là. Le choix des Canadiens s'en vient dans 2 petits choix. Fait que restez à l'écoute. Mais prenez-vous une petite note d'aller écouter Voldemort qui dit... Mais ça c'est la version anglophone. Allez écouter, en fait, toutes les langues. La version française, c'est plus « hé, hé, hé ». Puis la version japonaise, on va faire genre « Je vous mens pas ». Vous irez écouter ça. Bref, trêve de plaisanterie. 24e choix, les Canucks de Vancouver avec le choix
du Wild du Minnesota. Puis lui, je me remets beaucoup en question, je vais être honnête, mais j'ai Georgios Pantelis, Gio pour les intimes, de qui je vous ai parlé à maintes reprises et de qui il a été question lors du dernier épisode, fait que je passe vite, mais défenseur droitier, 6 pieds 2, joue dans l'Ouest, transporteur de rondelles, confiant, agressif, mobile, mais qui manque de main. Mais il y a un des meilleurs bâtons actifs du draft défensivement. Genre de joueur que je vois qui pourrait devenir un isolateur de top 4 si le développement se passe bien. Mais là où j'ai mes doutes, c'est que là, il vient d'être coupé d'Équipe Canada pour le U18. Puis peut-être que les équipes de la LNH ont des réserves à son égard, puis que c'est plus un choix de deuxième ronde à suivre. Fait que peut-être ça le fera pas. Maintenant, avant que la prolongation du match numéro 2 entre le Lightning et le Canadien débute, le choix des Canadiens au 25e rang, j'y vais ici pour Yegor Shilov, centre 6 pieds 1, un des joueurs les plus talentueux qui reste sur le board, mais qui vient avec son lot de risques et ce qui explique pourquoi je crois qu'il va glisser dans ces eaux-là. On dirait évidemment que c'est arrangé que le gars des vues, que j'ai fait glisser un gars de talent au choix des Canadiens, mais non, pour vrai, je pense sincèrement qu'il va glisser. Puis on le voit souvent classé dans ces eaux-là sur plusieurs listes publiques. Côté main, vision, qualité de passe, Yegor Shilov, c'est un des meilleurs de la QV. Le hic, et c'est ce qui va rebrousser beaucoup d'équipes, c'est qu'il joue à extrême basse vitesse à peu près tous les jeux. Il y a certains qui voient ça comme de la lâcheté, mais personnellement, je pense que c'est juste qu'il abuse des jeux qui fonctionnent dans le junior. Présentement, malgré tout son talent, son style de jeu est difficilement transposable à la LNH, puis il pourrait être un joueur frustrant à terme, mais ça veut pas dire que le déclic va pas arriver. On reprochait la même chose à Porter Martin un peu l'an dernier, pas aussi extrême, mais puis c'est pas le même genre de style de joueur, là, c'est pas ça que je dis, mais le talent il est là, le patin n'est pas un problème, il joue à basse vitesse, mais c'est pas parce qu'il manque de patin, il se replie défensivement, mais il manque, c'est ça, un peu de bite aussi dans son jeu, quoique en série, cette année, il y a eu des flashs justement un petit peu plus de hargne et de robustesse, ce qui fait que en tout cas, personnellement, je l'ai plus haut sur ma liste. Je l'ai autour de 12e. Il me rappelle un peu Matvei Gridin avec un peu les mêmes problématiques. Mais personnellement, je suis très optimiste. Je pense que les craintes et les frustrations qu'il provoque pourraient s'estomper. Mais je les comprends. Je les comprends, ces craintes-là. Imaginez un peu là, le niveau de talent d'une ligne avec Jarovski, Shilov, Demidov, à quel point ce serait excitant. Puis le CH a cruellement besoin de joueurs de centre. Personnellement, je suis pas convaincu que Michael Hage projette au centre. Puis Shilov, c'est le meilleur centre restant sur le board. Écrivez-moi en commentaire 2 choses, en fait. Ceux qui ont vu Yegor Shilov jouer parce qu'il jouait à Victoriaville cette année, qu'est-ce que vous en pensez de Yegor Shilov? Quelles sont vos observations? Est-ce que c'est un bon fit pour Montréal? Puis sinon, ben c'est ça, ceux qui l'ont pas vu jouer, qu'est-ce que vous pensez de cette description-là ou des vidéos que j'ai publiées de lui? Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont encore disponibles sur le board que vous auriez préféré à la place de Shilov? En ce sens, on continue. 26e rang pour Seattle avec le choix de Tampa Bay. Je vais ici avec Juho Piparinen, défenseur droitier de 6 pieds 1, 201 livres, capable de jouer des grosses minutes en U20 en Finlande. Un défenseur mobile qui s'implique dans les 2 sens de la glace. Un défenseur calme relativement, assez complet, mais pas particulièrement high-end dans rien. Ceci étant dit, avec ce package, ou ce paquet en français, c'est un gros paquet, Piparinen, droitier, gars très projetable. Je pense que c'est un gars pour qui les équipes de la LNH vont avoir de l'intérêt. Et je pense que c'est un beau choix ici pour le Kraken. 27e rang avec les Rangers. Avec le choix, en fait, des Stars, j'y vais avec le géant Maxime Sokolovski, défenseur gaucher 6 pieds 8, de qui j'ai parlé un peu plus en détail dans l'épisode précédent. En fait, lorsque je parlais des cibles du 2e tour pour les Canadiens, difficile de prédire où c'est que Sokolovski
va sortir compte tenu de l'échantillon faible. En fait, Soko avait des minutes très limitées avec les Knights de London cette année, sauf quelques matchs en fin de saison et en série. Puis il y avait son visa aussi qui lui permettait pas de traverser aux États-Unis pour jouer. Fait que bref, j'ignore si tout ça va être un red flag pour les équipes de la LNH. Ceci étant dit, personnellement, même si c'est un faible échantillon, il a su me convaincre. Il est gigantesque, mais assez mobile. Il a des mains. C'est pas un patineur awkward malgré sa grande taille, mais c'est surtout un des joueurs les plus violents du draft. Non seulement il fait des plaqués le long des bandes ou open ice, mais devant le filet, tasse-toi parce que ça va faire mal. Je vois un peu du Nikita Zadorov en lui. Je parlais également lors du dernier épisode de Louis Crevier ou Alex Vlasic. Fait que bref, je serais même pas surpris de le voir sortir dans le top 20. Je pense que ça pourrait être un des gros reach. Puis j'en avais parlé, peut-être Utah autour de, 19, je crois, pourrait aller chercher Maxime Sokolovski. Puis si vous pensez que Montréal devrait jeter leur dévolu sur ce gars-là, à place de Yegor Shilov, dites-le-moi. Au 28e rang pour Calgary avec le choix de Vegas, j'y vais ici avec Mathis Preston. Puis je suis pas fier de ça. Je trouve ça assez vanille. J'aurais aimé faire glisser Mathis Preston, ailier 5 et 11, un des joueurs les plus talentueux disponibles restant sur le board. Puis honnêtement, comme je dis, je m'attends à le voir glisser en deuxième ronde. Je serais quand même surpris de voir Preston sortir en première ronde. Parce que je pense pas qu'il va avoir tant la cote auprès des équipes de la LNH en raison du gabarit, mais aussi de son style de jeu quand même un peu junior. Il y a des tendances de jouer en périphérie, à souvent tenter les mêmes jeux. Il y a quand même certains drapeaux jaunes autour peut-être de son sens du jeu, puis sa vitesse d'analyse également, puis sa vision. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de doute que Preston est talentueux. Il est rapide, il possède un des bons tirs de la QV, mais les doutes demeurent quant à la transposabilité de son jeu au prochain niveau. Puis c'est ce qui pourrait le faire glisser. Toutefois, s'il y a une équipe qui pourrait prendre une swing dessus en fin de première ronde, c'est bien les Flames. Au 29e rang pour Buffalo, je vais ici avec Jackson Cover, un de mes coups de cœur depuis le début de la saison. Ailier, 6 pieds 2, très dynamique, très agressif dans ses feintes. Je dis souvent qu'il y a un peu de Alexander Jarowski dans le sang, mais avec un meilleur patin encore. En fait, Cover, c'est une belle histoire. Il est né aux îles Cayman. C'est un joueur de roller hockey, en fait, jusqu'à il y a quelques saisons. Fait que c'est un gars qui apprend encore le hockey sur glace. Puis je pense que ça apparaît dans son style de jeu, mais bref, il est dynamique. Il a un arsenal de feintes impressionnant. Il est autant capable de passer que de tirer. Puis il pourrait développer un beau jeu physique, je crois. Je l'avais autour du 15e rang à un certain moment. C'était un point tel que je l'aime. Jackson Cover. Au 30e rang pour la Caroline, je vais vous surprendre ici. J'y vais avec Casey Mutrin, ailier de puissance de 6 pieds 3, 200 cleaves, issu du programme de développement américain. Puis je le sais, c'est pas le profil que les Canes nous ont habitués de repêcher dans les dernières années. Eux qui y vont toujours pour l'upside d'abord et avant tout. Mais je décide de briser le cycle ici parce qu'à un moment donné, tu dois ajouter du muscle à ta brigade. Ils peuvent pas juste prendre des alliés de 5 et 9 qui glissent. Tu sais, les Poirier, Perron, Moukanov, Ekberg, Nortlund, c'est pas mal dans les bons espoirs qu'ils ont. C'est tous des gars de 5 et 9. Assez, c'est assez. Mutrin, c'est un des gros bonhommes robustes du draft. Un des gars avec des beaux flashs de playmaking également, puis du bon jeu le long des bandes. Je vous le vanterais davantage, mais honnêtement, je l'aime pas. Puis j'aime les gros bonhommes d'habitude, mais il a absolument rien fait, et ça dans la totalité de mes visionnements. Rien, nada, niet. Mais je lui prédis quand même un bon 8-18. Je pense que les joueurs du programme de développement américain sortent également généralement plus tôt que des joueurs d'équipes plus obscures. C'est également un joueur que son frère est repêché. Fait que je pense qu'il pourrait sortir en fin de première ronde. Peut-être pas à Calgary, là. Réalistiquement, je brise le cycle ici. Mais tout ça pour dire, je pense que Casey Mutrin va sortir en fin de première ronde, mais qui risque que je suis pas vendu? Au 31e rang, les Blues de Saint-Louis avec le choix de l'Avalanche. J'y vais ici pour Jack Hextall, centre 6 pieds 1, un des joueurs qui a le plus baissé dans ma liste entre l'été et l'hiver.
mais qui a ensuite le plus remonté jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est toujours pas dans ma première ronde, là, mais il est vraiment ça à bubble. Extall, c'est un joueur un peu bizarre. Il a d'excellentes mains, il est dynamique, il est créatif, il a une belle vision, mais il a un patin épouvantable. Similairement, je trouve qu'il essaye de jouer robuste, mais il manque de puissance, puis c'est encore une fois un peu limité par son patin. Toutefois, ce qui fait qu'il a remonté dans ma liste, c'est que son patin semble s'améliorer, puis il semble vouloir. Son patin n'était pas autant un handicap dans mes derniers visionnements que ce l'était en début de saison. Peut-être un genre de Nick Suzuki à long terme, qui sait. Au 32e rang pour Ottawa, que j'aurais bien aimé les faire repêcher Jack Extall, c'était d'ailleurs ma cible pour eux dans le dernier épisode. Mais ici, je vais y aller avec Landon Armrein, attaquant 6 pieds 5, pas un late. Je pense que ça serait peut-être d'étirer le bras ici, de prendre Armrein, puis je m'excuse pour les fans des sénateurs, je ne veux pas vous rappeler Tyler Boucher, puis je fais pas ça là, de manière ironique. Je veux montrer que Armrein, je pense, pourrait sortir en fin de première ronde, un peu comme je faisais pour Casey Mutrin il y a 2 rangs de ça, mais bref... je pense vraiment c'est ça, que c'est une réelle possibilité. C'est pas un joueur parfait. Il y a ses lacunes, il y a un certain manque de coordination. Le patin n'est pas élite non plus, mais c'est un bon athlète avec un bon tir, mais surtout des flashs excitants de playmaking. Il y a le moteur, le gabarit, le reach pour facilement jouer dans un rôle de soutien two-way, mais les flashs offensifs ouvrent peut-être la porte à un peu plus. C'est ce que je pense qui pourrait être sexy pour les équipes de la LNH. Fait que ça fait le tour de ma première ronde. Fait que si vous écoutez le tout sur YouTube, merci énormément pour votre visionnement. Puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, parlez-en à la belle-mère. Si tout ça vous a plu, en fait, parce que ça m'aide beaucoup. Puis si vous n'avez pas aimé, likez quand même, puis partagez quand même en disant que je suis un idiot. Ça va m'aider aussi. Puis si vous voulez que je simule la 2e ronde en vidéo également, écrivez-le en commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez, comme je vous disais, yo, on veut la 2e partie, bitch. C'est le mot magique, si vous voulez, la 2e partie en vidéo. Mais pour aujourd'hui, on arrête la vidéo ici. Fait que ceux qui sont en audio, restez. Toutefois, on se clenche la 2e ronde ensemble. Puis les Canadiens ont un choix de 2e ronde d'ailleurs. Fait que le monde sur YouTube, là, bye bye!